C'est un vrai plaisir d'être ici parmi vous et de vous souhaiter la bienvenue à ces états généraux des personnes vivant avec le VIH. Surtout que c'est quand même pas un week-end anodin. C'est pas n'importe quel week-end. Ma mère a dû me demander 10 fois, je crois, cette semaine, ce que je faisais ce week-end. Et elle m'a dit bon congrès. Je dis, ah non, c'est pas un congrès. Bon colloque. Non, c'est pas un colloque. Bon séminaire. Alors non, ce sont les états généraux des personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire c'est un événement par et pour les personnes vivant avec le VIH, construit dans le cadre d'une démarche communautaire en santé de bout en bout, du démarrage, vraiment de la construction jusqu'au suivi des actions. Et c'est ça la spécificité de ce week-end. Alors ça veut dire beaucoup de choses en fait, cette construction. D'abord, l'idée même des états généraux, il provient de personnes séropositives dans des journées nationales à aide. Donc c'est là que l'idée a émergé. Et puis surtout, c'est un gros travail de mobilisation, énorme en amont. Un travail qui est indispensable. Ça veut dire aller chercher les personnes pour les consulter. Ça veut dire les inviter à formuler des constats. Et puis ne pas seulement se contenter des personnes qu'on connaît, on va dire, qui fréquentent les associations dont nous sommes membres, certains, mais se donner les moyens d'aller vers des personnes qui ne sont pas du tout en contact avec nous. Et c'est vraiment cette phase de consultation qui a permis de construire le programme qui va vous être présenté juste après. Ça, c'est quand même quelque chose qui est spécifique. Ça ne vient pas de personnes qui se sont réunies dans une salle et qui ont fait le programme. Ça vient de vous. Et ça vient de beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas présentes dans cette salle. Il y a beaucoup plus de personnes, en fait, qui ont participé à l'élaboration du programme que nous tous réunis. Ce qui veut dire qu'il faudra quand même les tenir informés de la suite. On va travailler ce week-end, on va avoir je suis sûre, plein de recommandations. Déjà, lundi, pour le ministère de la Santé, mais aussi sûrement des actions, des plaidoyers, des mobilisations collectives qu'on va mener ensemble. Et tout ça, il faudra qu'on le partage. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire ce week-end? On cherche trois objectifs principaux. D'abord, c'est permettre l'expression de vos besoins, de vos vécus. Faire un état des lieux des recommandations, celles qui sont en cours, et puis l'écart avec la mise en œuvre réelle. Parce qu'on sait que, entre ce qui est, on va dire, dans les textes et l'application, il y a malheureusement souvent des écarts. Et puis enfin, proposer des solutions concrètes d'amélioration de la prise en charge et des modalités d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Il y a un constat déjà qu'on partage à peu près toutes et tous, c'est que ces états généraux, ils sont nécessaires. Ça fait plus de 15 ans, je ne sais plus exactement la date des derniers états généraux, je crois que c'était même en Île-de-France, c'était même pas global. Et c'est nécessaire parce que l'épidémie, elle est toujours là. Alors certes, elle a évolué, mais on n'en a pas fini avec le VIH, et même les perspectives de fin d'épidémie en 2030, qu'on pouvait espérer, fin des nouvelles contaminations, elles s'éloignent de plus en plus. C'est nécessaire aussi parce qu'il n'y a pas que des personnes vivant avec le VIH en bonne santé. Pour de multiples raisons, que ce soit l'ancienneté de la contamination, que ce soit... c'est bizarre, je me vois sur l'écran, c'est très étrange. C'est très très bizarre d'un coup. Que ce soit à cause des différentes lignes de traitement, que ce soit aussi le vieillissement, en fait, tout simplement. Et c'est pas forcément en France la part de l'épidémie qu'on voit le plus, qui est le plus visible, mais on a la responsabilité de ne pas participer à son invisibilisation. J'ai un ami jeune, militant, séropositif, pas en très bonne santé, et auquel je pense particulièrement aujourd'hui parce qu'il aurait vraiment aimé être là, qui m'a dit que la violence en fait, qu'il ressentait à chaque fois qu'il entendait des discours auxquels il était entièrement d'accord, des discours sur le fait que maintenant en France, une personne séropositive vivait très bien, surtout une personne plutôt nouvellement découverte. Et en fait, il était d'accord, mais ça l'excluait. Il ne s'en sentait pas du tout, faire partie de ça. Et on a la responsabilité de ne laisser personne derrière. Never leave anyone behind. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Puis c'est nécessaire aussi pour les personnes qui vivent avec le VIH et qui sont en bonne santé. Parce que le VIH reste un bruit de fond. Ça, c'est un autre militant qui l'a dit. Un bruit de fond parce que le VIH, c'est pas un virus comme les autres, en fait. On sait bien la stigmatisation, les discriminations qui persistent malgré les évolutions de la science. Les mentalités, elles ne suivent pas forcément. Et vous le savez sûrement beaucoup mieux que moi. Rien que dans les 2 dernières semaines, au hasard de discussions dans
dans des bars, avec des gens que je ne connaissais pas, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait part de sérophobie, d'actes de sérophobie ordinaire, en fait. Et ça, c'est vraiment des 2 dernières semaines. Enfin, ces états généraux, ils sont nécessaires parce que rien pour nous sans nous. C'est vraiment à vous, c'est vraiment aux personnes vivant avec le VIH de prendre la parole. J'avoue que ça m'exaspère un petit peu d'entendre des personnes publiques qui parlent à la place des personnes concernées et puis qui parlent sans savoir de quoi elles parlent, en fait. Il y a un mot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et du coup, je veux le placer parce que il y a un mot qui veut dire ça, c'est l'ultra-crépidarianisme. Voilà, quand tu parles de ce que tu connais pas, en fait. Et l'histoire de la lutte, en fait, contre le sida, dans son ensemble, depuis le début, c'est une histoire collective de mobilisation, c'est une histoire collective de prise de pouvoir des malades, de prise de parole des malades. Déjà en 1983, lors d'une conférence internationale, des gays américains ont refusé d'être traités comme des patients, comme des victimes passives, d'être dessaisis de leur autonomie et en fait dessaisis de leur histoire. C'est ça, c'est les principes de Denver, ce qu'on appelle les principes de Denver. En France, une de nos plus grandes victoires, c'est justement, ça a été de faire reconnaître le fait que les personnes concernées sont les mieux placées pour identifier leurs besoins. Ça peut paraître logique, mais ça ne l'était pas. Et en fait, que c'est efficace. Ça permet de prendre en compte la vie réelle des personnes, ça permet de rapprocher les personnes du système de santé. Et donc, ça fait plus de 40 ans maintenant qu'on crée des collectifs, des temps d'échange, des temps de témoignage qui permettent de se baser sur l'expérience individuelle et d'apporter des résolutions à des problèmes collectifs. Et ça, c'est aussi ce qu'on va faire ce week-end. Le problème, c'est qu'on l'a vu avec le Covid-19, en temps de crise, en contexte d'urgence, la parole des malades, elle est rapidement oubliée. Et il y a donc toujours besoin de défendre l'implication des personnes concernées dans le système de santé, dans la lutte, dans l'identification de leurs besoins. C'est pour ça qu'on fait les états généraux. On a besoin de vous. Et puis alors, comme l'a dit Einstein, il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Donc, si on veut être entendu, si nous voulons que les besoins des personnes vivant avec le VIH soient pris en compte, c'est à vous de jouer. Alors, à vous de prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Camille pour ces mots d'ouverture. J'ai super le trac. Pourtant, c'est pas la première fois que je fais un discours, mais je ne sais pas pourquoi. Ça doit être l'événement et vous voir tous et toutes là. Donc, je m'appelle Florence Hune, je suis directrice de SIDAction. Je vis avec le VIH depuis 28 ans, à quelques mois près. Et je suis heureuse d'être là, de vieillir, de parler aujourd'hui à cette occasion, à l'occasion des États généraux des personnes vivant avec le VIH. Alors, je vais juste dire un petit mot. On sait qu'ils et elles sont trop nombreuses à ne pas avoir eu cette chance de vieillir. Et on ne peut pas commencer ces 2 jours sans penser aussi à ceux et à celles que nous avons connus de près, de très près ou de loin et qui ne sont plus là aujourd'hui. Et je pense que c'est important aussi de penser à toutes ces personnes. Alors, tu le rappelais, Camille, mais alors, effectivement, il n'y a pas eu d'états généraux au sens très, très large du terme, comme on le fait aujourd'hui depuis 20 ans. C'est les derniers états généraux à cette échelle, c'était ceux organisés par AID en 2004. Alors, depuis, il y a eu, bien sûr, d'autres espaces de parole, de communication, d'échange entre personnes vivant avec le VIH. Alors, il y avait les universités des personnes séropositives de AID. On a aussi connu souvent les colloques femmes et VIH qui étaient portés par le planning familial. Mais voilà, pas, il me semble, alors j'espère que je ne fais pas d'erreur, mais d'états généraux comme celui-ci depuis 20 ans, comme c'est le cas aujourd'hui, donc qui rassemble 160 personnes venues de toutes les régions de France, outre-mer au pluriel compris. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, aujourd'hui, effectivement, ce ne sont pas donc les états généraux de la lutte contre le VIH ou des associations, ce sont nos états généraux, nos luttes, les états généraux des personnes qui vivent avec ce virus depuis 30 ans, depuis 20 ans, 10 ans, ou peut-être 6 mois, quelques mois seulement. Enfin seulement, c'est déjà trop, parfois. Et néanmoins, comme ils et elles le font tout au long de l'année, les membres de plusieurs associations, bénévoles ou salariés, séropos ou pas,
ont donné de leur temps et de leurs compétences au sein donc d'un comité de pilotage qui s'est constitué à la fin de l'année dernière et donc qui ont permis de construire ces états généraux qui nous rassemblent aujourd'hui. Donc pendant plusieurs mois, les membres de ce comité de pilotage, rejoints par 2 médecins de 2 sociétés savantes, la SFLS et la SPILF, j'y reviendrai sur ces termes, voilà, ont co-construit donc ces états généraux. Ils ont mobilisé leur réseau, leurs collègues, leurs équipes, notamment donc pour faire remonter, tu en parlais Camille, hein, les premiers besoins au travers donc d'un questionnaire, des besoins et thématiques sur lesquels nous allons plancher pendant ces 2 jours. Les associations donc, ont pris en charge la diffusion de ce questionnaire, auquel une bonne partie d'entre vous a sûrement répondu, tandis que d'autres, ou les mêmes, organisaient aussi des temps collectifs au sein de leurs locaux ou ailleurs, pour permettre à ceux et à celles qui, de fait, préféraient ne pas passer par l'écrit et préféraient s'exprimer à l'oral, d'elles aussi faire remonter voilà, des champs sur lesquels elles voulaient qu'on puisse travailler. Alors, comme il ne s'agit pas non plus des états généraux des personnes vivant avec le VIH suivis dans les associations, les questionnaires ont aussi été diffusés plus largement sur le site internet des états généraux, sur les réseaux sociaux, et puis aussi au travers des 2 sociétés savantes, donc la SFLS, qui est la Société française de lutte contre le sida, et la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française. Donc, ce qui est de langue française, c'est la société, un peu la pathologie infectieuse. Et donc, c'est des questionnaires qui ont été diffusés lors de consultations à l'hôpital. Justement, on est près de 200 000 personnes vivant avec le VIH en France. On sait que la grande majorité ne fréquente pas les associations. Et c'était effectivement un challenge de se dire comment est-ce qu'on essaie de toucher un maximum de personnes. Alors justement, donc, je saisis cette occasion pour citer donc ces associations qui font partie du comité de pilotage, avec par ordre alphabétique, j'espère que je ne me suis pas trompée, mais c'était un peu facile parce que j'ai fait du copier-coller. Action Traitement, Act Up Paris, Aide, ALS Lyon, ARCAT, Comité des familles, Cambéré, Les Petits Bonheurs, le réseau Santé Marseille Sud, oui je sais Marjorie, je t'avais oublié sur Twitter, et SIDAction. Et donc effectivement les 2 médecins qui nous ont rejoints, Pierre et Victoria, qui étaient de la SFLS et de la SPILF. Alors je voudrais aussi quand même adresser à cette occasion un merci spécial à toute l'équipe de Aide, sans laquelle cet événement n'aurait pas pu avoir lieu, pour leur disponibilité, leurs conseils méthodologie, leur énorme travail de synthèse des éléments qui ont émergé donc de ces questionnaires, pour le travail logistique dont vous voyez les fruits aujourd'hui, pour le travail fait sur les éléments de communication, sur l'animation du comité de pilotage, n'est-ce pas Grégory? Merci. Merci, voilà. Merci aussi parce que malgré tout le travail que vous avez donné, vous êtes aussi effacé en tant que association derrière les visuels, derrière les productions des états généraux. Et donc voilà, je voulais quand même vous faire un grand merci à cette occasion. Et donc, durant ces 2 jours, ces mêmes associations donc, et leurs représentantes, elles vont continuer d'être présentes pour apporter alors, leur soutien à l'animation, à la synthèse des débats, aux recommandations qui vont en ressortir. Elles seront là aussi pour que chacun des participants, justement, puisse se consacrer aux échanges, construire, prioriser les recommandations. Et puis, elles seront là aussi pour prendre soin de vous, de nous, pour faire en sorte que cette expérience, elle soit humainement riche et positive et que tout cela nous laisse un souvenir mémorable. Alors, je remercie Thibaut des Petits Bonheurs de m'avoir fait ajouter cette petite partie. Il disait que c'était un peu bisounours. On va bien se faire plaisir et qu'on sait bien d'être un peu bisounours de temps en temps. Hein, ça, on va se faire aussi du bien, c'est important. Et puis, ces équipes associatives, elles seront toujours présentes aussi après les états généraux pour relayer aussi, hein, faire leur part du job, relayer les recommandations pour les faire vivre et les mettre en œuvre à l'issue de ces 2 jours. Alors pour finir, c'est important de rappeler que tous les acquis, toutes les victoires obtenues depuis toutes ces années l'ont été aussi, et également parce que des personnes concernées se sont mobilisées, ce sont les fondements même de nos luttes. C'est ainsi grandement nécessaire, comme je le rappelle de temps en temps, que nous laissions à notre charge virale le privilège d'être indétectables, mais que de notre côté, nous puissions continuer justement à ne pas l'être, à rester détectables, et aussi à faire en sorte d'accompagner ceux et celles qui plus jeunes sont... parce qu'il y en a qui ont vieilli, ceux et celles qui plus jeunes sont prêts à relever les nouveaux défis qui nous attendent. Et le tout dans le respect et la compréhension de nos histoires, de notre histoire, quels que soient finalement nos âges ou notre vécu avec le VIH.
Alors, vous connaissez la force de la visibilité, la force du témoignage et l'impact que cela peut avoir sur nos vies, sur la façon dont nos vies aussi ont évolué. Quand j'ai appris ma séropositivité, à l'époque, je pensais que j'allais mourir. Je ne connaissais pas ces nouveaux traitements qu'on appelait trithérapie et qui, m'avait dit le médecin, me permettraient de rester en vie. Mais là, 3 mois plus tard, pour la première fois, j'ai vu et entendu à la télé une autre personne séropositive. Alors, elle expliquait qu'elle avait eu accès à ces traitements, qu'elle était en bonne santé. Et là, je l'ai cru, j'ai su que j'allais vivre. Alors, c'était Magic Johnson, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce grand gaillard américain, ce basketteur américain. Voilà, c'était Magic Johnson. Et cet effet Magic Johnson, je le souhaite à tous ceux et toutes celles qui apprendront un jour qu'elles ont été contaminées par le VIH. Et je pense qu'en étant ici, on a toutes et tous un petit pouvoir Magic Johnson. Alors voilà, merci à vous pour votre force et je vous souhaite un magnifique week-end. Bonjour à toutes et tous. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas super à l'aise en général en public et je ne suis pas une personne qui me rend énormément visible. Alors, merci pour l'accueil déjà. On est super bien accueillis. Donc ça, c'est important de le dire. Voilà, surtout quand on vient de loin. Donc moi, je m'appelle Corinne Lagdari. Donc en réalité, je m'appelle Sylvie, mais ça, c'est une petite histoire familiale. Mais je m'appelle Corinne. Et je vis avec le VIH depuis 37 ans. Il y a encore quelques mois, je ne pensais pas être ici parce que je sors d'un cancer et je m'en suis sortie. Je suis travailleuse sociale communautaire et effectivement, je suis membre du COPIL aussi. Ça a été des discussions intenses. Et le but, effectivement, c'est de faire ressortir les besoins des personnes vivant avec le VIH et qui vieillissent avec le VIH, puisque je vieillis avec le VIH aussi, même si j'en ai pas l'air. Et, et moi, je suis là parce que depuis toujours, je suis investie dans la question de l'accès aux droits, donc les droits sociaux, les droits de santé, les titres de séjour étranger malade, l'asile LGBTI, voilà. Et je suis très inquiète et en même temps, j'ai envie de continuer à me battre parce que je vois des droits qu'on a obtenus pendant de très longues années et aujourd'hui, on nous en prive. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut retrouver de l'énergie, essayer de trouver des ressources, des forces pour essayer de reprendre les droits qu'on a gagnés et aujourd'hui, dont on nous prive. Voilà. Et j'ai une pensée, merci, je suis vraiment très contente d'être avec plein de gens différents. Je suis une activiste de la lutte contre le sida, mais voilà, avec tout ce que ça peut avoir comme activisme, mais je travaille aussi avec les institutions depuis très longtemps. Et pour moi, c'était très important d'être là aujourd'hui. J'ai une grosse pensée à toutes les personnes avec qui je suis au quotidien, les personnes de la permanence aussi, et toutes celles et ceux qui ne sont pas là, toutes celles et ceux qui auraient voulu être là et qui ne peuvent pas être là. Et je pense bien évidemment à tous les survivants et survivantes et toutes celles aussi qui ne sont plus là et on en a beaucoup perdu ces dernières décennies. Donc essayons de faire quelque chose qui soit puissant en termes de recommandations. Et voilà. Et merci. Je m'appelle Damien Horvat, je suis personne vivant avec le VIH depuis plus de 31 ans et je suis trésorier et membre de l'ALS, Association de lutte contre le sida à Lyon, qui est une première association créée en province. Je suis très content d'être parmi vous. Pour moi, venir ici, ça a une saveur particulière puisque quand j'ai appris ma séropositivité en 93, je suis venu aux États généraux du VIH, je crois, en 1994, ici à Paris. Et en 1994, les médecins m'avaient dit que j'avais 7 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, 30 ans après, je suis ici et je suis très heureux d'être avec vous et de partager ce moment-là. Je voulais remercier Aide et je voulais remercier tous les membres des autres associations qui ont été présentes dans le COPIL. J'ai participé au COPIL pendant 1 an à la création de ce très beau moment qui est en train de naître. C'était vraiment un moment important de fédération autour des associations de lutte contre le sida. J'ai été bluffé par la logistique de Aide, par le professionnalisme de Aide, que je tiens à féliciter. Et je voulais dire aussi que le sida, la séropositivité transforme tout le monde, m'a transformé, mais a permis aussi en 1993, quand j'ai franchi la porte de Aide, de rencontrer mon mari, avec qui je vis depuis 30 ans. Et à l'époque, il est toujours, il est séronégatif, on est un couple sérodiscordant.
Et lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit que, enfin, je n'ai pas eu de crainte. Il m'a dit qu'il pouvait être avec quelqu'un de séropositif, alors que moi, à cette époque-là, je pensais que c'était fini de ma vie affective et sexuelle. Et 30 ans après, je suis toujours avec mon mari, je suis vivant et je suis heureux d'être avec vous. Et merci. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Et dans le programme, ils ont oublié quelque chose. Ils ont mis plein de choses assez ronflantes, mais ils ont oublié de dire que je suis membre de l'association AIDE depuis 2017 et que je fais partie du CA de l'association AIDE. Alors, on va passer quelques minutes pour décrire très rapidement les caractéristiques connues des personnes vivant avec le VIH. Évidemment, dans cet exposé, on va se concentrer sur les personnes qui sont déjà connues, qui sont diagnostiquées. C'est plus difficile, bien sûr, de décrire les personnes qui sont infectées, mais qui n'ont pas encore été diagnostiquées. Diapositive suivante. Alors, je vais revenir, voilà. C'est juste pour déclarer mes liens d'intérêt. Alors, en fait, je vais me servir de plusieurs sources pour documenter ce que je vais dire. Et la première source, c'est un travail qui est fait par la CNAM, par l'assurance maladie, qui utilise les données du système national des données de santé pour repérer dans ces données. C'est indirect, parce qu'il n'y a pas de résultat de test dans les données de la CNAM, mais ils essayent de trouver des marqueurs indirects qui permettent de repérer que les personnes dont les données sont regardées sont des personnes vivant avec le VIH. Ça peut être le fait d'être en ALD, ça peut être les traitements qu'on reçoit, ça peut être parce qu'on a des mesures régulières de charge virale. Voilà, c'est la façon qu'ils ont de repérer. Et donc, ça, c'est le travail qu'ils ont fait en 2021, c'est le dernier publié. Ils repèrent donc dans les systèmes de données de santé, donc il faut forcément que ce soit des gens qui aient eu recours au système de santé, qui aient eu au moins un remboursement de données de santé. Ils retrouvent donc à peu près 160 000 personnes, dont 34% sont des femmes. Et pour ces femmes, elles sont suivies en Île-de-France à 41%. Donc il y a une surreprésentation des femmes, on va le revoir après. L'autre chose qu'on peut dire aussi sur ces données, c'est que 4% sont âgés de plus de 75 ans et 91% ont l'ALD, donc la prise en charge longue de maladies chroniques, pour le VIH. Alors, on ne peut ne pas l'avoir pour le VIH parce qu'on ne le souhaite pas, parce qu'on ne souhaite pas être étiqueté de cette façon-là, ou aussi parce qu'on a d'autres ALD qui vont... Vous voyez, si on a au bout de 3 ALD, le système n'accorde pas une 3e ou une 4e, et c'est l'ensemble des soins qui vont être quand même pris en charge. Alors, ça ne suffit pas pour décrire qui sont les personnes vivant avec le VIH. Donc, on va se servir également d'autres sources de données. Et là, ce que je présente, c'est un travail conjoint de 2 cohortes ANRS, la cohorte base de données hospitalière française sur l'infection à VIH, et la cohorte Akivi. Et AL2, on va le voir, ça couvre l'ensemble du territoire. Et donc là, c'est des données qui sont des données recueillies dans les services hospitaliers qui prennent en charge des personnes vivant avec le VIH en France. Et du coup, on a des caractéristiques supplémentaires par rapport à ce qui existe dans les données de la CNAM et que je vais décrire brièvement. Donc là, à nouveau, c'est pour la même année, parce que j'ai pris des données de la même année. Donc en 2021, dans ces 2 cohortes, on avait des données donc, de personnes suivies au moins une fois cette année-là à l'hôpital, vues au moins une fois cette année-là à l'hôpital, qui étaient 111 371. Alors bien sûr, ce n'est qu'une vision, puisque il peut y avoir des gens qui sont uniquement suivis par leur médecin généraliste, qui peut tout à fait renouveler les traitements, prescrire les traitements, et ils peuvent très bien ne venir à l'hôpital que tous les 2 ans ou tous les 3 ans, pas forcément tous les ans. Donc ce n'est pas tout à fait la même image, mais vous allez voir, ça se ressemble quand même pas mal. Et notamment, vous voyez, en termes de répartition par sexe, on a quand même quelque chose d'approchant. Une petite remarque, il y a une catégorie transgenre. Il faut savoir que pour l'instant, dans les 2 cohortes, on ne recueille pas forcément de façon tout à fait pertinente les personnes transgenres, et notamment pas forcément en différenciant bien le sens de la transition, et aussi parce que dans la mesure où certaines données sont directement les données qui viennent du système hospitalier,
Par exemple, à la paix, il attribue forcément un sexe homme-femme et on ne va pas retrouver derrière si les personnes sont transgenres. Or, pour répondre à certains besoins, bon, ça serait utile. Alors, on travaille sur ça pour améliorer la collecte, mais il est probable qu'on sous-estime la part de ces personnes dans la file active. Alors après, en termes géographiques, là, vous avez des ronds qui sont d'autant plus gros qu'il y a beaucoup de personnes qui sont suivies. C'est des nombres absolus dans les différentes régions de France, y compris les DROM, les départements et régions d'outre-mer. Mais quand on rapporte ça à la population de chacune de ces régions, finalement, la région qui est largement la plus affectée au regard du nombre de personnes vivant dans cette région, c'est Guyane. Puis ensuite, Île-de-France, et ensuite Guadeloupe et Martinique. C'est les 4 régions où ce qu'on appelle dans mon jargon la prévalence, c'est-à-dire quelle est la proportion des personnes qui vivent dans cette région, qui sont des personnes vivant avec le VIH, est la plus élevée. Alors, quelques éléments de caractéristiques des personnes. Vous voyez là, les variables qui sont sur cette diapositive, c'est des variables, pour la plupart, qu'on n'a pas dans le système des données de santé. On ne peut pas décrire ces caractéristiques autour de quelle est l'origine des personnes, quel est leur groupe d'acquisition du VIH. Bien sûr, on aurait l'âge. Et d'ailleurs, l'âge colle assez bien avec celui qu'on repère dans la cartographie des données de santé que fait la CNAM. Donc, vous voyez que la proportion, finalement, d'hommes qui sont suivis en Île-de-France, c'est à peu près 40%. Pour les femmes, c'est plutôt 46%. Et c'est encore beaucoup plus élevé pour les personnes transgenres. En termes d'âge, à nouveau des différences suivant les différents groupes qu'on considère. Vous voyez, près de 55 ans pour les hommes, plutôt 50 ans pour les femmes et 44 ans pour les personnes trans, en médiane. En termes d'origine, on voit que pour les hommes, c'est beaucoup des personnes nées en France, mais qu'il y a... Et que pour les femmes, finalement, le groupe le plus fréquent, c'est les femmes qui sont nées en Afrique subsaharienne, puisque c'est plus d'1 sur 2 qui est née en Afrique subsaharienne. Donc des caractéristiques assez différentes selon qu'on considère les hommes, les femmes. Pour les transgenres, en fait, vous voyez l'immense majorité, ce sont des personnes originaires d'Amérique du Sud, essentiellement Pérou et Brésil. Donc même si notre indicateur il n'est pas très bon, au moins sur ça, on sait qu'on a bien repéré quand même les personnes concernées. En termes de groupe d'acquisition, chez les hommes, le groupe le plus fréquent, c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, 57%. Et ensuite, les hommes hétérosexuels. Et puis, chez les femmes, vous voyez que c'est essentiellement contamination hétérosexuelle. Alors, l'année du diagnostic, parce que ça, c'est quelque chose d'important, parce que le vécu de la maladie ne va pas être le même, je dirais en gros, si on a vécu avant 96, voire entre 96 et 2000, au début des traitements, ou depuis 2000, on a quand même des traitements, disons, plus efficaces et qui entraînent moins d'effets indésirables. Et vous voyez que chez les hommes, en médiane, c'est 2005, mais qu'il y a les chiffres qui sont entre parenthèses, ça dit qu'il y a un quart des personnes suivies, à l'heure actuelle, qui ont été diagnostiquées en 95 ou avant. Et qu'il y a un quart des personnes suivies qui ont été diagnostiquées après 2013. Et ça, on imagine bien que, du coup, ce n'est pas du tout associé, au fond, au même vécu avec l'infection par le VIH. Pour les femmes, vous voyez que c'est 2004 en médiane, ça veut dire qu'il y a une femme sur 2 diagnostiquée avant 2004, une femme sur 2 diagnostiquée après. Quand même un quart diagnostiqué avant 97. Et pour les personnes transgenres, on a plutôt quelque chose de plus récent, une infection plus récente, la moitié avant 2008, la moitié après 2008, un quart qui ont été diagnostiqués après 2015. Aussi, quelle est la proportion des personnes qui est au stade SIDA, ça veut dire qu'il y a eu une des pathologies définissant le SIDA. Vous voyez que c'est de l'ordre de 1 sur 5, globalement, quel que soit le groupe.
Vous voyez que pour les co-infections par les hépatites, on est aux alentours de 6% chez les hommes. Et pour l'infection par l'hépatite C, on a quelque chose d'assez différent suivant les groupes. 13% chez les hommes, 9% chez les femmes et 6,5% chez les personnes trans. Maintenant, en termes d'infection à VIH, vous voyez que la charge virale est en dessous du seuil de 50 copies, donc elle est contrôlée pour l'immense majorité des personnes suivies, mais vous voyez quand même avec des différences suivant les 3 groupes, avec des résultats qui sont un peu meilleurs chez les hommes que chez les femmes, que chez les personnes transgenres. Le niveau médian de CD4, à nouveau médian, ça veut dire que c'est à 50% des gens qui ont plus, 50% des gens qui ont moins, hein, eh bien, il est aux alentours de 650, 660, 700. Disons, on considère que pour que les choses se passent bien, il faut avoir un taux de CD4 supérieur à 500 par millimètre cube. Et vous voyez que c'est le cas chez 71% des hommes, 72% des femmes, 78% des personnes transgenres. De la même façon, parce que c'est un marqueur d'inflammation facilement accessible dans le soin, donc le rapport CD4-CD8, il doit, pour être normal, il faut qu'il soit supérieur à 1. Et quand il est inférieur à 1, ça traduit qu'il y a beaucoup d'inflammation, ce qui est associé à toutes sortes de comorbidités. On voit que là, il y a encore du progrès à faire, puisque c'est seulement 40% des hommes, 53% des femmes et 43% des personnes transgenres qui ont un ratio normalisé. Vous voyez que dans leur immense majorité, les personnes sont traitées. Là, on regarde en fait le dernier point qu'on a dans l'année, hein, et on peut avoir des fois des interruptions temporaires de traitement pour des raisons diverses. Hein. Ce n'est pas forcément que les gens ne sont pas traités. Ça peut être des interruptions temporaires. Et vous voyez qu'en termes de type de traitement, eh bien, on a une fraction assez faible de personnes qui reçoivent une monothérapie. En revanche, quelque chose qui se développe et qu'on voit émerger de plus en plus, c'est les bithérapies, comme par exemple dolutegravir rilpivirine, dolutegravir 3TC. Et ça, c'est quelque chose qui est en augmentation. Et vous voyez que c'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes ou les personnes transgenres. D'une façon générale, quand on voit les innovations, elles sont prescrites au départ préférentiellement dans le groupe des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. C'est ça qui explique essentiellement la différence. C'est quelque chose qu'on avait décrit il y a quelques années, qui a été décrit récemment dans un papier sur la prise en charge en France. Ce côté qu'au fond, il y a des groupes qui ont plus rapidement accès à l'innovation, entre guillemets, que d'autres, puisque le fait d'être une bithérapie, c'est quelque chose qui a émergé plus récemment. On n'a pas encore, et on aura bientôt, j'espère, des données sur les traitements intermittents. Et puis comme on est en 2021, on n'a pas encore non plus des données sur les traitements injectables. Alors, je reviens aux données de la CNAM, qui produit en fait comme ça des tableaux sur les comorbidités chez les personnes vivant avec le VIH. Et vous voyez que, alors il y a 3 courbes là, parce que c'est 2015 en bleu, 2019 en orange et 2020 en gris, pour voir les évolutions. Bien sûr, il faut imaginer qu'entre ces 3 périodes, les personnes ont vieilli. Donc on devrait s'attendre, pour un certain nombre de pathologies, à ce que ça augmente. Et ça augmente effectivement, par exemple, un petit peu pour les maladies cardiovasculaires. Mais on verrait cette augmentation si on prenait n'importe quelle population. Voilà, le risque augmente avec l'âge, qu'on soit personne vivant avec le VIH ou pas. Ce qu'on peut noter du coup de vraiment notable, c'est plutôt la diminution des maladies du foie. Ça, c'est probablement en lien avec l'arrivée des traitements de l'hépatite C, des traitements qui ont permis de guérir finalement les personnes qui étaient co-infectées par le virus de l'hépatite C. Ça, c'est vraiment notable. En augmentation, on voit une augmentation pour le diabète, mais là aussi, c'est quelque chose auquel on s'attend compte tenu du vieillissement de la population. En revanche, on ne voit pas d'augmentation massive des cancers, et ça s'explique parce que les cancers qui étaient le plus liés à l'immunodépression, comme globalement il y en a moins dans la population, ceux-là, leur incidence a baissé.
Mais d'un autre côté, les cancers, d'une façon générale, dans la population, le risque augmente avec l'âge. Et comme je vous l'ai dit, la population a vieilli. Et finalement, les deux effets se compensent, ce qui fait que, du coup, la proportion des personnes vivant avec le VIH qui ont un cancer n'a pas beaucoup changé entre 2015 et 2020. Et pareil, on a des choses qui sont relativement stables pour toutes les autres comorbidités. Mais vous voyez, ça c'est intéressant parce que ça dit, il n'y a pas que le VIH, il y a tout un tas de choses. Et bien sûr, ça a des implications sur comment il faut organiser le suivi et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, et qui doivent aussi se débrouiller avec toutes ces comorbidités. Dernier point, quelques éléments sur l'espérance de vie. Donc, dans ce travail, qu'est-ce qu'on présente? On présente pour un âge qu'on a en 2018, donc mettons si on a 20 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, quelle est l'espérance de vie que l'on a, si on est un homme ou si on est une femme, et en fonction de quand on a commencé le traitement, avec l'idée que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a maintenant des traitements qui sont plus efficaces qu'avant. Et effectivement, ce qu'on voit, si je prends l'exemple d'un homme de 40 ans en 2018, qui a commencé son traitement avant 1996, donc vous voyez, avec des mono- et des bithérapies, une vieille histoire, son espérance de vie est de 35 ans, alors que quelqu'un qui a 40 ans en 2018 et qui a commencé le traitement en 2011-2016, on a déjà les traitements modernes, avec lui, son espérance de vie est de 39 ans. Et la dernière ligne, population générale, c'est qu'est-ce que l'espérance de vie, globalement, en France, pour quelqu'un qui a 40 ans en 2018. D'accord? Et vous voyez que là, c'est 40,9 ans. Donc, ce qu'on voit, si on prend toujours uniquement cet exemple de 40 ans, vous voyez, il y a 1,7 ans de différence. Et pour les femmes, vous voyez que la différence est plus importante. Donc, comparativement à la population générale, le gap d'espérance de vie était plus important pour les femmes que pour les hommes. En fait, ça peut s'expliquer par la différence de niveau socio-économique. Ça, c'est une variable qui manque dans les sources de données que l'on a. Mais on sait que l'espérance de vie, c'est très lié au niveau socio-économique. Donc, on va bientôt avoir ce type de données, sous réserve qu'elles soient collectées dans les dossiers médicaux. On sait que ce n'est pas toujours très bien le cas, mais ça, c'est un gros manque qu'on a dans les données qui sont à disposition à l'heure actuelle, de combiner, vous voyez, l'ensemble de tout ce qui concourt finalement à la fin à un résultat en termes d'état de santé. Et on sait, par des enquêtes autres, que, en particulier pour les femmes, elles ont un niveau socio-économique inférieur à celui de la population générale, les femmes vivant avec le VIH. Et donc, ça pourrait expliquer le fait que le gap est plus grand chez les femmes que chez les hommes. Il y a ça, et puis il y a le problème d'accès aux soins entre les personnes nées à l'étranger et les personnes nées en France, qui peut aussi expliquer le résultat. En revanche, ça c'est classique, l'espérance de vie des femmes est meilleure que celui des hommes. Ça, c'est quelque chose qui est classique. Encore que là, les différences sont en train au fil du temps, les différences s'estompent ici. Voilà. Je crois que j'ai fini. Oui. Merci Dominique. Juste, je voulais dire deux choses. Donc, ce qui nous manque, c'est, je pense, d'avoir en même temps que les données cliniques et biologiques, des données socio-économiques, parce que c'est très important. L'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas sûr que dans le futur, on puisse continuer à faire ça. Il y a une réforme en cours sur les comités de coordination de la lutte contre l'infection à VIH dans les régions, dans lequel la place de l'épidémiologie est plus que floue, donc on n'est pas sûr qu'on pourra continuer à avoir ce type de données dans le futur. Merci.